Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Vous l'avez tout de suite compris avec ces images. Vous le comprenez davantage encore avec la musique que vous entendez. Nous sommes au Brésil. Nous sommes à 9000 km de chez vous. Il est pour nous 4 heures de l'après-midi, à peu près 4 heures moins quelque chose. Et nous allons vous faire visiter un pays qui est grand comme 17 fois la France. Un pays qui comporte pas moins de 7200 km de côte, presque de plage, sur l'Atlantique. Avec notre partenaire Brasil de Maison du Café. Voilà ce que vous allez découvrir et les guides prestigieux que nous avons choisis et que nous avons emmenés avec nous. Regardez. Alors, tout d'abord, Axel Red, qui sera à nouveau tout là-haut, comme les premières images que vous avez pu découvrir. À Bahia, nous retrouverons Véronique Sanson, Félix Gray, Olodum, Razzao Brasiliera au pain de sucre. Sur les plages d'Ipanema, les maillots de bain boum boum avec Sophie Favier pour vous, messieurs. À San Corrado avec Nathalie Simon sur la plage pour les sports nautiques. Al Jarreau dans un palais magnifique. Et Gilberto Gil, Florent Pagny dans la baie de Copacabana et Claude Nougaro. Et puis plusieurs personnes qui viendront nous parler ou que j'irai visiter. La première d'entre elles, c'est un médecin chirurgien connu dans le monde entier, notamment pour la chirurgie plastique et esthétique. Il s'agit du docteur Ivo Pitangui. Nous visiterons ensemble sa clinique. Et nous irons avec Thierry Roland dans l'un des plus grands stades du monde sur la pelouse du Maracanã, un stade qui peut contenir les joueurs, vous le savez, mais dans les tribunes, 250 000 personnes. Nous parlerons de l'Amazonie car le Brésil, c'est aussi l'Amazonie. Et puis, inévitablement, à notre façon, puisqu'il nous avait rendu visite il y a quelques mois à Sacrée Soirée, nous évoquerons Ayrton Senna. Je vous souhaite une sacrée soirée. Et au Brésil, ici, tout commence par le samba. Et je dis bien le samba. À tout de suite. Et voilà, donc le décor est planté. C'est une des écoles de samba les plus célèbres de Rio, l'école de l'Impératrice, qui a gagné le grand concours au carnaval en 1994. Alors, la découverte du Brésil avec une première chanson, Axel Red. Elle se trouve juste sous le Christ Rédempteur. Vous savez qu'il y a une devise qui dit au Brésil que Dieu est brésilien. Bien, le Christ Rédempteur est tout là-haut, à 710 mètres de hauteur. Pour vous donner une petite idée du travail du sculpteur français Paul Landowski, qui a mis 5 ans pour sculpter ce Christ Rédempteur, une main mesure 3,20 mètres et l'ensemble de la sculpture représente 8 tonnes. Tout en dessous, un endroit qui s'appelle Mirante. Vous allez voir ce que vous allez voir. Sensualité, voici Axel Red. Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui. Je me sens si envoûtée que ma
tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour détalonner ta sensualité. Il paraît qu'après quelques temps, la passion s'affaiblit. Pas toujours apparemment. Et maman m'avait dit, ralentis, désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour détaler ta sensualité. Je te demande si simplement, ne fais pas semblant, je t'aimerai encore et encore. Désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour détaler ta sensualité. J'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour détaler ta sensualité. J'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe. Axel Red avec sa sensualité, et puis bien entendu l'une des vues les plus extraordinaires, les plus exceptionnelles de Rio. Et maintenant, un endroit magique encore. Et là, je m'adresse particulièrement à celles et ceux d'entre vous qui aiment le football. Thierry Roland, Bonjour Jean-Pierre. merci d'être venu spécialement pour nous. Ça fait plaisir d'être ici. Très plaisir. Un aller-retour spécialement pour venir sur cette pelouse unique au monde, il faut bien le reconnaître. Ah oui, ça c'est vrai, vous avez la chance d'être sur un stade complètement mythique. C'est Oui. un des stades les plus extraordinaires du monde, au même titre que Wembley, que le stade Aztec à Mexico, que le stade du Camp Nou à Barcelone. Ce sont des stades extraordinaires. Alors sur la pelouse, on sait on connaît le nombre de joueurs, mais dans les tribunes, combien sont-ils d'une façon générale? Bien, au début, lorsque ce stade a été construit, c'était pour la Coupe du Monde de 1950, ils étaient plus de 200 000. 200 000, rendez Ça compte. fait du monde. Ça fait du monde, surtout quand ils crient tous en même temps. Oui. Et puis, petit à petit, bon, il y a eu l'avènement de la télévision et ils ont diminué la capacité du stade. Je crois qu'aujourd'hui, la capacité du stade a été limitée à 150 000, vous voyez, mais les places sont pratiquement toutes assises. Sauf dans les virages, de chaque côté, où se tiennent les torcidas, c'est-à-dire les clubs des supporters, qui, dans un match, par exemple, quand il y a un match entre Fluminense et Flamengo, ils sont chacun de leur côté, et à la mi-temps, ils tournent. C'est-à-dire que ceux qui étaient à gauche vont à droite pour être toujours derrière le... Ça se fait en ordre, sans ça se fait, bousculade? oui, parce qu'il y en a un qui passe d'un côté, l'autre qui passe de l'autre, ils se foutent pas du tout sur la gueule, rien du tout, tout va bien. Très bien. Alors, nous sommes là, bien entendu, pour parler football, puisque nous sommes au Brésil et que, bien évidemment, c'est le sport national. Alors, à côté de notre interprète, qui est enseignante à l'Alliance française, deux footballeurs connus eux aussi dans le monde entier, Thierry. Ah oui, oui, deux footballeurs. Alors, l'un d'entre eux, on va le reconnaître très facilement parce qu'il a joué à l'Olympique de Marseille. Et quand qu'il vous a un peu étiez l'accent. minot. Oui, et qu'il a un peu l'accent de Et Marseille. il parle encore français, monsieur Jair Zinho, personne ne l'a oublié. Bonjour Jair.
Bonjour, enchanté. Mais on est content de vous revoir, ça fait plaisir et surtout de voir que vous parlez toujours un petit peu le français, ça c'est bien. Le plaisir, c'est de moi aussi, était avec vous. Et c'est très important aussi la participation de nous pour parler la vérité du football brésilien. Alors dites-moi, Jairzinho, en quelle année étiez-vous à Marseille? L'année de 74-75. Quels étaient vos camarades de jeu les plus connus et les plus célèbres? Oh, pour moi, je étais à France 74-75, c'est le bel cadeau de la vie sportive de moi. Il y avait Paulo César qui était Oui, avec avec vous le aussi. monsieur Paulo César, oui. Qui était votre gardien de but à l'Olympique de Marseille à cette époque? C'est le monsieur Chéri. Charrier. Et alors donc à côté de Jairzinho, eh bien c'est monsieur Carlos Alberto. Et monsieur Carlos Alberto, c'était le capitaine de la fameuse équipe de 1970. Et c'est lui qui a marqué cet extraordinaire 4e but contre l'Italie, que l'on va revoir du reste bien sûr. Mais c'était un joueur exceptionnel. C'était un numéro 2. C'était un précurseur parce que maintenant les arrières montent. Et lui, il faisait tout. Il était devant, il était derrière, il était au milieu. C'était un joueur exceptionnel, vraiment. Alors j'aimerais qu'il nous dise comment naît le football dans le cœur du petit Brésilien. Est-ce qu'on joue, est-ce qu'on tape dans une balle avant même d'aller à l'école? Vamos dizer, não vou dizer que se dividindo entre futebol e outros esportes, mas uma grande parte das crianças brasileiras estão praticando outros esportes também. Les enfants partagent aujourd'hui leur intérêt entre le football et d'autres sports. Alors je crois que pour concrétiser ce que vous venez de dire, monsieur, et puis Jairzinho et Thierry, on pourrait peut-être regarder les images. Hein. Oui. C'est-à-dire que l'histoire en raccourci, très raccourci. L'histoire qui commence à Pelé 58, quand le petit bonhomme débute avec Gilmar dans l'équipe du Brésil, avec les frères Santos. Et avec également des joueurs comme Zagallo, qui a été aussi entraîneur de l'équipe nationale du Brésil. Ça se passe donc en Suède, et c'est en 1958. Et puis on remonte le temps avec toutes les grandes équipes du Brésil. Alors ça, c'est la Coupe du Monde de 1958 en Suède, donc la première Coupe du Monde gagnée par le Brésil avec un tout jeune Pelé. Il avait 17 ans à cette époque et il éclate. 17 ans. 17 ans, et regarde le but qu'il met là. Oula, faut du culot déjà étant jeune. Et alors un petit peu, la ferveur, un petit peu de démagogie, on défile avec le drapeau suédois, c'est pas idiot. 62. Alors là, il est à Santos, il a été blessé à la Coupe du Monde, mais il revient bien parce que quand on le voit faire ça, c'est que ça va bien. Avec l'équipe de Santos, c'était son équipe de club, il a pratiquement tout gagné. Et on arrive en 1970, c'était la Coupe du Monde qui se déroulait, la première Coupe du Monde qui se déroulait à Mexico. Et là, il y avait une équipe du Brésil extraordinaire. Moi, c'est la plus belle que j'ai jamais vue, avec un but de Pelé, le premier but du Brésil. C'est toi là, non? Oui, enfin, c'est presque moi. Ça c'est toi? Non, c'est une amie. Là c'est le deuxième but, il est marqué par l'Italie, celui-là qui égalise, un but partout. Mais les Brésiliens étaient beaucoup trop forts et ils vont marquer ici par Gerson, qui était le numéro 8 de cette équipe avec Pelé, qui était un joueur extraordinaire. Et sur cette action, une remise de la tête pour Jairzinho. Et Jairzinho marque le 3e but du Brésil et il y en aura un 4e. Marqué justement par Carlos Alberto, qui était le capitaine de cette sélection. Il reçoit une balle en or, il ne se pose pas de questions. Magnifique, magnifique. Oui. D'autant qu'il arrivait dans le dos de Pelé. Pelé l'avait vraiment senti venir. Score final 4-1. Et c'est Carlos Alberto qui va recevoir dans ce superbe stade qui est le stade Aztec, presque aussi beau que le Maracana vraiment. Il va recevoir la Coupe du Monde. C'est l'équipe de Pelé, c'est sa grande victoire. Il avait été extraordinaire. Jairzinho porté en triomphe. Et Carlos Alberto qui reçoit des mains du président de la République du Mexique de l'époque, la Coupe Jules Rimet, qui sera volée du reste après à Rio un jour. On va peut retrouver, oui, c'est des choses qui arrivent. 86. Et on se retrouve en 86, alors là c'est encore au Mexique. Et ça c'est Careca qui marque contre la France, le premier but du Brésil. Un match France-Brésil qui se situe au niveau des quarts de finale. Tout le monde a dit que c'était une finale avant la lettre. L'égalisation de Pelé, Stopira s'est jeté. L'égalisation de Pelé, l'égalisation de Platini, veux-je dire. Je ne pensais pas qu'il jouait en équipe de France. Oui, bien sûr, c'est un lapsus. Dire parce que je ne suis pas le spécialiste. Mais tout le monde aura rectifié. Oui. Un partout, alors il y a la séance, il n'y a rien en prolongation. Séance de tir au but, Platini, là, c'est lui, le met au-dessus. Ça lui arrive terrible. Rarement. Ouais. Ça lui arrive rarement. Ils sont 4 partout. Là, c'est mal engagé. Mais Bats arrête. N'en arrête pas, c'est le poteau qui renvoie. On a l'impression qu'il arrête, mais c'est le poteau qui renvoie. Alors, tout reste à faire. Si Fernandez marque, la France est qualifiée. Et il marque. La France est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde où elle sera encore une fois battue par l'Allemagne, décidément notre bête noire à ce niveau du tournoi.
Voilà, c'est de belles images, alors que là, vous découvrez une partie de l'équipe espoir de cette équipe brésilienne. Thierry, si on parle un petit peu de l'avenir, mais de l'avenir proche, hein, parce que c'est pour bientôt. Ah oui, la Coupe du Monde, c'est pour bientôt, c'est pour un tout petit peu plus d'un mois, puisque le match d'ouverture aura lieu le 17 juin. Alors madame, je voudrais que vous demandiez à ces vraiment deux très grands footballeurs ce qu'ils pensent de la prochaine Coupe du Monde qui va se dérouler aux États-Unis. S'ils pensent d'abord que ça va être un succès, et ce qu'ils pensent de l'équipe du Brésil qui va disputer cette Coupe du Monde. Experiente jogando no futebol brasileiro, no futebol europeu, Mais que nous poderá cooperar com a grande participação e a conquista para o futebol. Mais nous avons des joueurs de très grande expérience et qui pourront collaborer énormément à la participation du Brésil à la Coupe du Monde. Eles achavam que a França ia ser eliminada por Israel. Ah oui, oh ben oui, Faut mais pas- parce que c'est une catastrophe. Mais j'ai bien compris, je parle très bien le portugais. Alors expliquez pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi Eh bien, il nous a demandé pourquoi la France n'était pas en Coupe du Monde. il s'est passé quelque chose en Eh Israël. bien, Esse é o futebol. c'est le Ah, football. c'est le football. C'est le football, mais à la différence, c'est que les Français, notre équipe nationale, contre Israël, n'ont pas été bons. Mas quem garante que o Brasil, na Copa do Mundo, vai ter o mesmo problema com Camarões, por On va exemplo? peut-être arrêter là, qui si vous peut voulez, nous- parce que ça sent brûler. Merci en tout cas à vous. Merci, Merci, madame. merci Carlos, merci Jair. Thierry. Merci. Vous restez avec nous parce que dans un instant, on va parler de ce qui s'est passé ici dimanche. Et au cours du match, les spectateurs ont appris la terrible nouvelle, le décès d'Ayrton Senna. L'arbitre a demandé 1 minute de silence. Qui Et- n'en était pas une en fait. Et parce voilà ce que oui, ça a donné, oui. parce qu'il y avait le respect, l'émotion, mais il y avait aussi l'enthousiasme du Brésil pour son champion. Voilà, sans commentaire pour ces images. J'aimerais quand même vous poser une question. Est-ce qu'on pouvait imaginer autant d'ampleur de tout un peuple, autant d'émotions, où que ce soit dans le pays pour Ayrton Senna? Je pense que c'est inimaginable, en tout cas en Europe. Podia-se imaginar tanta emoção de país pela morte do Ayrton Senna. A gente esperava essa demonstração de carinho do povo brasileiro pelo Ayrton Senna, pelo grande ídolo que ele era. On attendait déjà ce type de manifestation et d'émotion, étant donné le grand idole qu'il était. Mas eu penso que superou a expectativa. Realmente foi uma demonstração, uma coisa que Oui, mais je pense que on est allé au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer. Alors ce petit coffret que je vous fais découvrir maintenant, vous l'avez déjà vu à Sacré Soirée. Il est avec moi ici à Rio. C'est Ayrton Senna qui me l'avait offert à la fin de l'interview qu'il nous avait accordé, souvenez-vous, au Lido. Et là, au Lido, je lui avais demandé pourquoi il avait décidé de continuer alors qu'il ne manquait de rien. Souvenez-vous, regardez et écoutez les réponses qu'il avait faites. Pourquoi vous continuez? Pourquoi vous n'arrêtez pas? Pourquoi vous n'avez pas pris la décision tout simplement de vivre et de profiter de votre acquis, Ayrton Senna? Because I love what I do. Parce que j'adore mon métier. And the thrill we get from driving, I puis, think all drivers. I would Cette say, tension qu'il y a dans la conduite, cette excitation, je crois que ça va là pour tous les pilotes. is difficult to find in any other. C'est difficile de trouver la même sort of sensation profession. dans tout autre métier. Naturally, we deal Et with the évidemment, nous sommes with the confrontés en risks, permanence au danger, au very risque close, d'accident. and Nous sommes toujours we à la get limite used de ce to- risque to- d'accident to et live with the danger. on s'habitue à vivre avec ce danger Naturally, permanent. With a lot of calculated risks going Évidemment, il y a beaucoup de risques qui sont on. calculés. Nevertheless, you Mais know you're always exposed vous savez to toujours que vous great êtes level toujours of risks. exposé à un niveau de risque très But élevé. one of the challenges is to Et exactly un des défis compete at the edge dans lequel consiste mon métier, c'est de without making toujours mistakes, without mener la compromising compétition your safety sans faire and d'erreurs, others sans people's mettre en safety. danger votre sécurité et celle And des at the autres. same time, Et the goal being to cross the finish l'objectif line est first. toujours de tout de même franchir la ligne premier. Est-ce que vous êtes croyant? Yes, I believe in God. Oui, je crois en Dieu, oui. Et à la veille d'une course ou dans les quelques secondes qui précèdent le départ, vous y pensez? Vous faites une prière? Ou vous vous laissez guider par... Well, Eh bien, I think we all look je crois que after in our life. tout un after, chacun dans sa vie God. recherche Some of Dieu. us find it easier, Certains some of d'entre nous us le trouvent keep facilement, searching, d'autres Some continuent à of us- chercher pendant longtemps. never find it.
Certains ne le trouvent jamais. It's always there. Il est toujours là. C'est à nous de le chercher, de travailler pour l'atteindre, d'essayer de trouver notre propre voie, parce que nous sommes tous différents, nous avons tous une vie différente, une personnalité différente, une allure différente. Et moi, je crois que je suis tout au début de ma vie. Mais je sens profondément que j'ai trouvé ma voie. Et j'essaie d'apprendre toujours davantage l'importance de Dieu dans notre vie, dans la vie de tous. Coisa mais bonita é você assim, justinho você, eu juro, eu não sei por que você. 1200 km au nord de Rio, Bahia, magnifique, paradisiaque. À 80 km de Bahia, regardez, les images se passent de commentaires. Une personne que nous connaissons bien, que vous connaissez bien, et elle chante Bahia tout simplement dans une nouvelle orchestration. Voici Véronique Sanson. Taxi, s'il vous plaît. Attendez. Merci. Je peux vous demander de descendre. Exceptionnellement, ce n'est pas le client qui va monter, mais c'est le chauffeur qui va descendre. Bonjour. Je vous donne un micro. Tenez, celui-là par exemple. Vous allez parler bien près. Vous me comprenez? Oui, je vous comprends très bien. Oula, mais vous n'avez pas l'accent d'un Brésilien ou d'un Carioca typique, on va regarder par là. Non, je suis français. Et René, vous êtes de quel endroit exactement? Je suis de Paris. Vous êtes de Paris, mais comment... Attendez, je comprends pas bien. Comment avez-vous quitté Paris pour Rio et pour devenir chauffeur de taxi? Racontez-moi. Ben voilà, c'est simple. Je suis venu au Brésil 3 fois en vacances. J'aimais beaucoup.
Et la dernière fois que je suis venu au Brésil, j'ai connu ma femme. Ah, voilà. Vous avez rencontré une Brésilienne magnifique. Voilà, exactement. Oui. Et on s'est mariés et on a décidé de... J'ai décidé de rester au Brésil. Donc vous avez quitté votre travail, vous étiez chez Renault, c'est ça, hein? C'est ça, j'étais vendeur de voitures. Vendeur de voitures, oui. Pour être chauffeur de taxi. À quoi elle fonctionne, votre voiture? À l'alcool. À l'alcool? À l'alcool, oui, bien sûr. Mais à l'alcool de quoi? C'est fait avec de la canne à sucre. Attendez, mais est-ce que toutes les voitures au Brésil fonctionnent à la canne à sucre? Non, parce qu'il y a eu un problème d'essence. Oui. Alors ils ont lancé ce produit pour économiser le pétrole, si on peut dire. Donc alors régulièrement, vous faites le plein de canne à sucre dans le réservoir? De canne à sucre. Et il vous faut quand même un petit peu d'essence pour que ça démarre ou pas? Oui, il y a un petit réservoir d'essence. Alors le matin, on tire le starter et on injecte un peu d'essence. Il y a une petite bombe. Le moteur démarre et ensuite c'est la canne à sucre qui prend le relais. C'est la canne à sucre qui prend le relais. Merci en tout cas, cher René. Mais je vous en prie. Quel est votre nom de famille, René? René Benabi. René Benabi. On dit bonjour à votre maman qui nous regarde à Paris. Je vous remercie beaucoup. Merci René. Et bonjour à ma mère. N'arrêtez pas le compteur parce qu'il faut que je rentre ensuite à la maison. Hein. Ah d'accord. Vous m'emmènerez à la télé à Paris, c'est tout droit. D'accord. Merci. On y va. On y va. Alors maintenant, venez avec moi. Je vais vous présenter une autre personne. Il s'agit de Madame Cossard. Bonjour, Madame Cossard. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation ici à Sacré Soirée. Vous êtes française? Oui, je suis française. Et vous habitez également le Brésil? J'habite au Brésil depuis 21 ans, 22 ans. Et dites-moi pourquoi vous habitez le Brésil depuis 21 ou 22 ans? C'est une histoire très compliquée. Voilà, on ne va pas raconter ça pendant des heures, mais la finalité de cette histoire compliquée, vous êtes quelqu'un de très particulier ici. Bon, je suis venue au Brésil après un séjour en Afrique où j'ai vécu parmi les Africains sans jamais pouvoir pénétrer la mentalité des Africains, sans jamais pouvoir comprendre. Et lorsque je suis arrivée ici, j'avais dans l'idée que je trouverais des Indiens et très peu d'Africains. En fait, je n'ai pas trouvé d'Indiens à Rio de Janeiro, mais j'ai trouvé le chemin des Africains, chemin du cœur des Africains. Voilà, alors quand vous dites j'ai trouvé le chemin du cœur des Africains, on va parler un petit peu de vaudou, on va parler un peu de magie blanche, bien entendu, pas de magie noire. Est-ce que c'est ce qui vous préoccupe? Est-ce que c'est ce qui vous intéresse ici? Ce qui me préoccupait lorsque j'ai cherché les Africains ici, c'était la compréhension des Africains. Et j'ai fini par chercher dans les centres religieux des explications à tout un tas de questions que je me posais et que je n'avais jamais pu élucider. Et finalement, au cours d'une cérémonie, je me suis sentie dans un état complètement différent. Et j'ai, on pourrait dire, perdu connaissance. En fait, ce n'était pas tout à fait ça. Ouais. Et bon, j'ai rejeté tout ça très rapidement en disant non, j'appartiens à une autre culture. Il n'y a pas de raison de m'introduire de cette façon, mais il y avait quelque chose qui me poussait et j'ai fini par être initiée. Est-ce que maintenant on peut dire, madame, que vous détenez un certain pouvoir? Mais il n'y a pas que cela. À travers la transe, il y a la présence divine et cette présence divine se manifeste au cours de fêtes où les divinités incorporées, c'est un théâtre religieux. Très bien. Oui. Et par ces légendes qui sont mimées, la bénédiction divine se répand sur l'assistance. Merci madame en tout cas d'être venue évoquer, je dois le dire très très rapidement, ce que vous appelez les trans. Moi je suis en chaleur là, c'est très différent. Philippe Fédy, bonjour. Bonjour monsieur Foucault. Bonjour monsieur le directeur de l'hôtel. Vous êtes le directeur de l'hôtel le plus réputé de Rio qui s'appelle le César Park, n'est-ce pas? Je vous remercie de moi. Et alors, vous êtes français? Je suis français. Et comment devient-on grand patron d'hôtel du plus célèbre lorsqu'on est français? On arrive à Rio en tant que sous-chef de cuisine dans un hôtel français. Puis on fait carrière en tant que chef de cuisine dans un hôtel d'une chaîne internationale japonaise. Ouais. Et puis on s'efforce, on continue de faire des cours d'administration aux États-Unis. Et puis petit à petit, eh bien, en 15 ans, on devient directeur d'hôtel. Est-ce qu'on peut imaginer un jour, est-ce que vous pouvez, vous, un jour imaginer quitter le Brésil pour retourner ailleurs dans un autre pays à la tête d'un autre établissement?
Ça m'étonnerait qu'on trouve une aussi belle plage et une aussi grande joie de vivre ailleurs qu'à Rio. Ça me paraît fort. Ah oui. Qu'est-ce qui a fait que vous avez un coup de cœur subi pour le Brésil et particulièrement pour la baie de Rio? Eh bien, ce sont les couleurs et la joie de vivre et le peuple qu'il y a à Rio. Rio est une ville absolument qui a souffert une onde de mauvaise publicité dans les journaux. Et je pense que le fait que vous soyez venu, vous avez pu constater... Parlons-en, est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce qu'on doit éviter de mettre des bijoux quand on se promène dans la rue? Est-ce qu'il faut éviter de porter une montre? Est-ce qu'on va se faire attaquer à chaque coin de rue? Bon, à chaque coin de rue, non. Alors je vous pose la question, est-ce que vous descendez les Champs-Élysées avec votre quartier? Non. Donc, Rio, les quartiers que fréquentent les touristes, il faut bien le dire, sont tout de même des quartiers sûrs. Les quartiers ils sont absolument sûrs. On a créé depuis 2 ans une police touristique qui a permis d'enregistrer tous les cas problématiques et une statistique récente a prouvé que 80% des cas ont diminué. Eh bien, je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'être venu nous parler du Brésil, de votre hôtel, de ce que vous faites, madame, depuis quelques années ici. Et on reviendra pour Carnaval, si vous voulez bien. Je vous y attends, tous. Merci. Combien de personnes il y a au Carnaval chaque année ici à Rio? On attend 300 000 personnes. 300 000 personnes. Merci. On va parler d'un autre établissement maintenant, puisque c'est l'heure du concours. Vous allez pouvoir venir ici, à condition de répondre à une question. Vous allez pouvoir venir au Brésil, à Rio et à Bahia. Voici la première question concernant Bahia. Vous allez pouvoir gagner un séjour d'une semaine, regardez bien ces images, pour 2 personnes en demi-pension à l'hôtel Méridien Bahia, où vous découvrirez la vieille ville de Bahia et ses environs, avec ses immenses plages de cocotiers, et vous voyagerez sur les lignes aériennes de la compagnie Varig. La question est la suivante. Je vous demande le nom d'une figure célèbre de Bahia, romancier connu. Certains de ses romans ont été adaptés, connus dans le monde entier. Certains de ses romans ont été adaptés au cinéma. Vous ne connaissez que lui et je peux vous dire que le réalisateur de Sacrée Soirée n'est pas son cousin. 49 99 66 66 ou 36 15 code TF1, 49 99 66 66 ou 36 15 code TF1. Une dernière question avant la pub. Il faisait 33 degrés sur le stade tout à l'heure. À votre avis, il fait combien là, de degrés maintenant? 35 degrés. Restez avec nous. C'est le soleil et la chaleur de Sacrée Soirée. À tout de suite. Voici le retour à Rio, voici le retour au Brésil. Il y en a qui ont de petits éventails avec écrit Grande des Carnavals, mais petit éventail. Il y en a d'autres qui me narguent derrière et qui sont au frais, mais ça n'a pas d'importance. Nous allons partir, hop là, pour le pain de sucre, retrouver un groupe brésilien. Très bientôt, vous le découvrirez en France. Voici Ratzan Brasileiro, le pain de sucre, une chanson magnifique et l'une des plus belles vues du monde. Entre nós dois talvez possa acontecer. Você gostar de mim, eu de você. Deixa acontecer naturalmente. Quero corpo, alma, a tua mente. Tudo de você, de você, de você. Entre nós dois talvez possa acontecer. Você gostar de mim e eu de você. Deixa acontecer naturalmente. Quero corpo, alma, a
novamente tudo de você, de você, de você. Vamos tocar pra frente, ver no que vai dar. Sei que o amor vai pintar. Que loucura então te ter a hora que eu quiser, numa dessas noites frias qualquer. Ser seu homem e você minha mulher. Que loucura então te ter a hora que eu quiser, numa dessas noites frias qualquer. Ser seu homem e você minha mulher. Vamos tocar pra frente, ver no que vai dar. Sei que o amor vai pintar. Que loucura então te ter a hora que eu quiser, numa dessas noites frias qualquer. Ser seu homem e você minha mulher. Que loucura então te ter a hora que eu quiser, numa dessas noites frias qualquer. Ser seu homem e você minha mulher. Voilà, belle chanson, belle vue. Nous sommes toujours dans cette école de samba qui en fait est un lieu de répétition. Mais pendant le carnaval, n'allez pas imaginer que toutes les écoles de samba défilent au bord de la plage, dans toutes les rues de Rio. Non, 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 il y a ce qu'on appelle un sambodrome. Tenez, regardez, il n'y a personne, vous me direz. Mais en réalité, pendant les fêtes de carnaval, il y a des milliers, des millions de personnes qui sont installées de part et d'autre de cette sorte de terrain de football bétonné tout en long. Et les gens sont là de 6 h du soir jusqu'à 6 h du matin pour élire la meilleure école samba de l'année. Et je voudrais vous donner une petite indication chiffrée. Pour les grands hôtels, pour les grands palaces de Rio, une place dans une des loges au Sambodrome peut coûter plus de 1 000 $. 1 000 $, ça représente 6 000 francs. Mais pour 6 000 francs, vous avez le spectacle, vous me direz, le plus beau du monde, mais aussi à boire, à manger, et y compris le petit déjeuner. À l'inverse, il y a des places très très bon marché. Et qui sait, je vous souhaite un jour de venir assister à l'un des plus beaux spectacles du monde, ici, sur le Sambodrome. Puisque je parle de spectacle et de beauté, nous allons quitter cet endroit magique pour aller au bord de l'eau. Et vous allez voir que vous ne le regretterez pas, surtout vous, messieurs. Retrouvez Sophie Favier. Bonsoir, Sophie. Bonsoir Jean-Pierre, je suis effectivement à Ipanema, quelques kilomètres de Copacabana, pour vous présenter un défilé de maillots de bain brésiliens. Oh, les voilà, oui. Elles sont superbes. Alors, eh bien les voilà, oui effectivement. Donc le maillot de bain brésilien date des années 60. La plus vieille marque au Brésil s'appelle la marque Boom Boom. Et Sophie, qu'est-ce que ça veut dire Boom Boom? Eh bien, ça signifie petite fesse, figurez-vous. Donc Boom Boom, deux fesses. Ici, elles ont des fesses particulièrement musclées, bronzées. Je mets mes lunettes Jean-Pierre parce que je n'en peux plus. J'allais vous le proposer parce que vous avez une petite mèche entre les deux branches. Vous êtes bon. Dites-moi, le maillot, on va parler surtout du bas du maillot et surtout de côté Boom Boom. Hein. Est-ce que tout le monde, est-ce que toutes les femmes qui nous regardent peuvent oser porter ce type de maillot? Écoutez, je crois qu'ici, effectivement, elles sont tellement belles et musclées que c'est quand même réservé, je dirais, à une tranche de femmes plutôt jeunes. Oui. Mais il est vrai que le maillot de bain brésilien est apparu dans les années 60 à la libération de la femme.
Et ici, bizarrement, le topless est interdit, c'est-à-dire que les seins nus sont interdits, contrairement à chez nous en France, où on a les fesses, je dirais, nos boum boum beaucoup plus couverts. Ici, on découvre les boum boum et on ne montre pas la poitrine, tout simplement. Dites-moi la vérité, si je vous crois cet été sur la plage, vous porterez ce type comme celui-là, ce type de maillot? Ben oui, je crois que c'est une... oui. Moi, Oui. j'ai pas mal de... Oui, je trouve ça ravissant. Assez dur à porter, je dois dire, mais ma foi, je vais courir dans une salle de musculation. Sophie, on va parler un petit peu de prix maintenant. Est-ce que moins il y a de tissu, plus c'est cher? Non, ici, les maillots de bain ne sont pas trop chers. Vous en avez à tous les prix. Mais c'est vrai que vous payez quand même cher la ficelle, si j'ose dire. Você me chama, eu quero ir pro cinema. Você reclama, meu coração não contenta. Você me ama, mas de repente a madrugada mudou e certamente aquele trem já passou. Se passou, passou. Daqui a melhor foi. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber. Merci Sophie. Voici le retour ici pour quelques secondes à peine dans cette école de samba. Oh, j'aurais bien voulu étudier dans une école de samba. Et tout de suite, regardez ces images. Nous partons pour Bahia. Écoutez Félix Gray qui va chanter Bahia. Mais d'abord, ces images qui vous présentent une promenade dans le quartier du Pelourinho de Salvador da Bahia. L'église de San Francisco date de la fin du XVIIe siècle, début XVIIIe. L'hôtel de Saint-Pierre de Alcantara. Et alors, il y a une petite anecdote particulière. Il y avait des sexes aux anges parce que ce sont des esclaves qui ont sculpté ces anges et ils ne savaient pas qu'il ne fallait pas de sexe aux anges. Par conséquent, les franciscains ont fait couper les sexes des anges. On change, vous l'imaginez maintenant, totalement de sujet puisque c'est Félix Gray qui chante Bahia. Les manèges de Bahia, les feux des favelas, tous les tambourins de Chine, les fossins des Messali ne me feront pas oublier, non, 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 qu'une nuit tu m'as aimé. Tous les câlins des câlins, les divans des divines, tous les rois, toutes les queens, les pompons des Mélucies ne me feront pas oublier, non, 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 qu'une nuit tu m'as aimé. Comme un force à évader, comme un gourou de demain, comme le fils du dernier des chefs indiens, comme un loup qu'on veut dresser, le fouet à la main. Tu m'as aimé trop mal et trop bien, comme si j'étais le dernier des hommes que tu peux trouver, le dernier qui pouvait tout accepter. Tellement tu l'as rendu fou, il s'est couché le loup, sans faire trop de bruit à tes côtés. Tous les manèges de Bahia, les chapes de tequila, toutes les eaux du Niagara, les malices des malicieux ne me feront pas oublier, non, 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 qu'une nuit tu m'as aimé. Comme un force à l'évader, comme un gourou de demain, comme le fils du dernier des chefs indiens, comme un loup qu'on veut dresser, le fouet à la main. Tu m'as aimé trop mal et trop bien, comme si j'étais le dernier des hommes que tu peux trouver, le dernier qui pouvait tout accepter. Tellement tu l'as rendu fou, il s'est couché le loup.
tout ce qu'on a fait. Est-ce que tu te souviens de tes larmes versées? Est-ce que tu te souviens comment tu m'as aimé? Comme un force à évader, comme un coup de main, comme le fils du dernier des chefs indiens, comme un loup qu'on veut dresser, le fouet à la main. Tu m'as aimé trop mal et trop bien, comme si j'étais le dernier des hommes que tu peux trouver, le dernier qui pouvait tout accepter. Tellement tu l'as rendu fou, il s'est couché le loup, sans faire trop de bruit à tes côtés. Comme un force à évader, comme un coup de main, comme le fils du dernier des chefs indiens, comme un loup qu'on veut dresser, le fouet à la main. Tu m'as aimé trop mal et trop bien, comme si j'étais le dernier des hommes que tu peux trouver, le dernier qui pouvait tout accepter. Tellement tu l'as rendu fou, il s'est couché le loup, sans faire trop de bruit à tes côtés. Voilà, nous quittons Bahia avec notre ami Félix Gray qui chantait une chanson qui s'appelle Bahia. Et nous voici au sein même de cette école de samba, la championne cette année, je vous le répète, en compagnie de personnalités que vous reconnaissez, notamment Raoni avec son plateau célèbre, accompagné d'un de ses fils, et Jean-Pierre Dutilleux, qu'on a surnommé l'Indien blanc. Jean-Pierre, bonsoir et bienvenue à Rio. Enfin, quand je dis bienvenue à Rio, je dis presque bienvenue chez vous. Bonsoir Jean-Pierre. C'est Voilà, vrai que je t'ai amené une copie du livre. Oui, alors le Brésil, c'est un pays que vous connaissez bien. Oui, c'est un peu une deuxième patrie pour moi, oui. En effet, ça fait 20 ans que je viens et je repars et je reviens au Brésil. Alors, cette aventure est racontée dans ce livre qui vient de paraître chez Robert Laffont qui s'appelle L'Indien blanc. L'Indien blanc, une vingtaine d'années de sortilèges amazoniens. Alors, l'Indien blanc, c'est vous, on est bien d'accord. Comment ça s'est passé? Comment devient-on un Indien blanc? Et qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce fils de médecin pour tout quitter, pour venir essayer de défendre les Indiens amazoniens? Je crois que très jeune, j'ai été attiré par l'Amazonie. Et c'était à la suite d'une quête plutôt mystique et spirituelle qui m'emmenait d'abord dans le Sahara. J'ai décidé de tout quitter et de suivre mon instinct et des signes encore indéchiffrables qui ont fini par m'amener chez les sorciers d'Amazonie. En fait, je rêvais de sorciers. J'ai fini par les rencontrer un jour. J'ai connu leur magie. Mais là, un bouleversement s'est opéré dans la mesure où j'ai aussi découvert un environnement naturel extraordinaire qui était saccagé et un peuple à l'agonie, le peuple des Indiens. Alors, environnement naturel saccagé, je crois qu'il faut bien le dire, puisque ça représente, pour être clair, et pour prendre un chiffre qui va frapper tout le monde, ça représente une forêt de Fontainebleau qui disparaît chaque jour. Oui, exactement. Il faut signaler que depuis la Deuxième Guerre mondiale, la moitié des forêts tropicales au monde ont disparu. Et que bien qu'elles ne couvrent que 2% de la planète, les forêts tropicales contiennent la moitié de toutes les espèces animales et végétales. Donc elles sont absolument essentielles pour la survie de l'humanité, dans la mesure où c'est un dernier laboratoire naturel où tous les jours de nouvelles espèces se créent, et notamment qui peuvent produire de nouveaux médicaments. Alors, les médicaments viennent pour la plupart, en tout cas la base de certains, d'Amazonie. On dit que c'est le poumon également de notre terre et que c'est indispensable. Et comment, avant de prendre la défense de l'Amazonie et des sorciers amazoniens de Raoni, comment avez-vous fait sa connaissance et en quelles circonstances? Alors Raoni, je l'ai rencontré en 1973. Je descendais le Rio Xingu en pirogue et un des frères Villas-Boas, qui était un petit peu mon mentor à l'époque, qui était un indigéniste qui déjà s'occupait des Indiens, m'avait donné un petit bout de papier avec quelques mots en kayapo que je ne comprenais pas. Et quand je suis arrivé dans le village de Raoni, j'ai lu mon petit papier devant les guerriers massés sur le rivage avec leurs gourdins, leurs longs cheveux noirs et leurs plateaux. Je tremblais de peur et puis un homme est sorti du lot et c'était Raoni. C'est ainsi que je l'ai vu la première fois. Alors, j'aimerais qu'on interroge Raoni. Ça n'est pas moi qui vais le faire, je vous le rassure. Je vous rassure tout de suite, c'est vous, Jean-Pierre. Quel enseignement tire-t-il de votre rencontre, notre ami Raoni? En quoi maintenant et quels sont les liens forts qui vous unissent tous les deux? Como Orlando sempre explicando,
a vida do branco, né? Então eu não esqueço. Então o João Pierre, ele é trabalhador de filme, né? Eu conheci muito bem. Alors, on va peut-être interrompre une seconde, oui, c'est ça. Alors, expliquez-nous ce qu'il nous raconte. Il confirme donc qu'il m'a connu. Raoni ne parle pas très bien le portugais, mais il confirme qu'il m'a rencontré de la façon que je vous ai décrite, et puis qu'il m'a accompagné pendant le tournage des films, et que petit à petit, il a considéré que c'était une chose importante pour eux de recueillir le témoignage de leur culture. Alors, ce livre que vous venez de faire paraître, l'Indien blanc, quel est votre rêve? Est-ce que vous avez déjà, à votre âge, envie de passer le relais? Oui, c'était. Je me suis engagé aux côtés de Raoni il y a 20 ans, en partie parce qu'il m'a sauvé la vie. Et il m'a demandé en échange que je lui donne un coup de main pour tracer les frontières de son territoire. Bon, c'est un combat très difficile. Vous vous rappelez, en 89, nous sommes passés d'ailleurs dans l'émission Sacrée Soirée. Et c'est toi, Jean-Pierre, qui était le premier à nous recevoir sur un plateau de cette envergure. À la suite de quoi nous avons fait le tour du monde. Nous avons visité 17 pays et nous avons créé une douzaine de fondations dans le monde entier qui nous ont permis de récolter les fonds nécessaires à la démarcation des frontières des territoires indiens. À la suite de quoi nous sommes repartis dans l'ombre pour travailler. Physiquement, ces frontières ont été donc tracées. Et il y a quelques mois, le président du Brésil, Itamar Franco, a enfin signé le décret présidentiel officialisant la création de ce grand territoire indigène. Il faut signaler que c'est immense, que c'est à peu près le tiers de la France. C'est une chose faite. Aujourd'hui, je pense que les Indiens doivent assumer eux-mêmes leur destin. Mais il y a d'autres parcs à créer, il y a d'autres peuples indigènes qui souffrent dans le monde entier. Et j'espère que certains de nos éditeurs, quand ils auront lu mon livre, auront envie de reprendre ce flambeau et de continuer ce combat. Est-ce que d'une façon générale, on peut dire que tout va mieux maintenant, grâce à vous, certes, mais aussi grâce à l'ambassadeur qui a été réuni à travers le monde? Les choses vont un peu mieux, mais il y a encore énormément de travail. Mais c'est vrai que les autorités brésiliennes sont aujourd'hui plus préoccupés par la démarcation des territoires indigènes. Les choses avancent, mais le Brésil a bien sûr d'autres difficultés, d'autres priorités. Mais il n'y a pas que le Brésil. Les problèmes se passent également en Birmanie, en Thaïlande, aux Philippines, en Papouasie, dans tous ces pays qui abritent les derniers morceaux de forêt tropicale. Jean-Pierre, de façon très anecdotique, j'aimerais qu'on revienne sur Raoni et sur ce qui fait au premier abord son originalité. Pour ceux qui n'auraient pas vu Sacrée Soirée en 89, c'est bien sa lèvre inférieure qui se trouve à l'intérieur de ce plateau, n'est-ce pas? Oui, c'est la lèvre inférieure qui a été incisée quand Raoni était très jeune, à la suite de quoi on y a inséré un petit plateau. Et petit à petit, au fur et à mesure de la cicatrisation, le plateau a été agrandi jusqu'à ce qu'il prenne la taille qu'il a aujourd'hui. Chez les Kayapos, c'est leur coutume, c'est un signe de courage et c'est aussi un signe de bravoure et pour effrayer l'ennemi. Alors, ça n'a pas surpris en tout cas les Brésiliens que nous avons rencontrés depuis que nous sommes arrivés, puisque hier soir, nous avons dîné dans un restaurant qu'on pourrait qualifier d'international, n'est-ce pas, dans notre hôtel. Et bon, Raoni était ainsi, les autres étaient costumés et cravatés. Et disons que presque personne ne s'est retourné ou n'a pas paru surpris. Il est connu au Brésil? Raoni est extrêmement connu au Brésil, aussi connu que Pelé, pas peut-être autant que Senna, mais j'espère que le jour où il sera aussi célèbre qu'eux, une grande bataille sera gagnée. Pour moi, Raoni est un petit peu le Gandhi de l'Amazonie, c'est un homme de paix, c'est un homme de grande sagesse. C'est lui, si vous voulez, aujourd'hui qui est le symbole de cette défense pour la grande forêt. Dites-moi, et vous qui défendez la nature, vous portez de l'ivoire autour du cou? Ah non, c'est pas du tout de l'ivoire. Ah, ça ressemble en tout cas de l'ivoire. Ça ressemble à de l'ivoire, certains me l'ont reproché par ignorance. En fait, il s'agit de coquilles d'escargot de forêt. C'est un cadeau que m'ont fait les Indiens et c'est un cadeau qu'on offre aux jeunes mariés dans les tribus du Haut-Xingu. Merci en tout cas Jean-Pierre d'être venu ici ce soir depuis Rio au Brésil. Voulez-vous transmettre nos salutations à Raoni, à l'ensemble de son peuple, à son fils, et lui dire qu'on ne l'oublie pas, puisque le départ c'était quand même Sacrée Soirée en 1989, et que ça continue, qu'il sera toujours le bienvenu à TF1. On va quitter l'école de Samba pour quelques instants encore. Nous sommes en 1808. Napoléon veut envahir le Portugal. Non mais
Alors, que fait la famille royale portugaise? Elle vient se réfugier ici, au Brésil, dans un palais magnifique qu'on découvrira plus tard. Mais dans les jardins de ce palais se trouve Al Jarreau sur une petite île. Al Jarreau qui vient de faire paraître cet album. Il chante pour vous, pour nous, en direct, une superbe chanson, Mas Que Nada. Salve-me frente que eu quero passar. Posso samba está animado. E eu quero é samba. Este é samba que é misto de maracatu. Esse mais o preto vai. Samba de tudo. Mas que nada. Sou muito música te legal. Você não vai querer que tu chegue no final. Senhor. Wapau, wapau, wapau. Senhor, wapau, wapau, wapau. Mas sing it again. Sing oh, 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 honey, que eu quero passar. Enquanto o samba está animado, eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu. Esse mais preto vai. Samba de tudo, samba de tudo. Mas que nada. Usa muito no escutelho legal. Você não vai querer. Sem que eu tenha um pinhar. Senhor. Ai, ai, oh. Wapau, wapau, wapau. Come on. Sing oh, 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 oh. Ai, ai, oh. Wapau, wapau, wapau. Mas que nada. Wapau, wapau, wapau. Mas que nada. Wapau, wapau, wapau. Mas que nada, que nada, que nada. Que nada. Vamos dar se tire que se tire. Já se pere que se quer se degue. Tire papá. Quer se quem já se tudo. Quer se tudo. Já se tudo. Já se tudo. Já se tudo. Merci Al Jarreau, salut la petite île. À nouveau une musique différente que nous allons interrompre pour quelques instants. Nous allons nous retrouver après cette pause de publicité, à l'issue de laquelle d'autres découvertes du pays bien entendu, mais aussi un autre séjour à gagner. Alors attention aussi la célèbre phrase qui a fait le tour du monde. Ici Rio, à vous Paris. Coco, nous revoilà. C'est la seule fille dans les musiciens
Elle a 14 ans. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, après Olodum, qui est une véritable institution ici au Brésil, c'est plus qu'une école de danse, c'est plus qu'une école de chant, c'est plus qu'une école de samba. Vous allez voir, nous partirons à la visite en compagnie du maître des lieux d'une des cliniques du docteur Ivo Pitangui. Sait-on jamais, si vous voulez tout savoir de la chirurgie esthétique, restez avec nous. Mais d'abord, regardez ces images qui ont été tournées. Et là, je vais vous parler d'une tradition purement brésilienne qui est la capoeira. La capoeira, apparemment, c'est une danse, mais en réalité, c'est une lutte. Au départ, c'est une pure tradition africaine où l'homme, c'est la danse du zèbre. L'homme se battait pour conquérir sa femme. La danse du zèbre, donc, la capoeira. Se você está aí parado e não quer saber de curtir, eu digo deixe esse tédio de lado e venha pro Olodum curtir. Oh, Olodum, ea, ea, oh, ea, ea, oh, Olodum, ea, ea, oh, ea, ea. Se você está aí parado e não quer saber de curtir, deixe esse tédio de lado e venha pro Olodum curtir. Oh, Olodum, ea, ea, oh, ea, ea. Gosto do seu jeito de viver. Como é que é? Gosto do seu jeito de amar também. Ah, é tão bom estar com você. Quem sabe vamos nos entender. Oh, Olodum, ea, ea, oh, ea, ea, oh, Olodum, ea, ea, oh, ea, ea. Se você está aí parado e não quer saber de curtir, deixe esse velho de lado e venha pro Olodum curtir. Oh, Olodum, ea, ea, oh, Voilà, Bahia, c'est terminé. Nous voici de retour ici, à Rio, dans un cadre, il faut bien le reconnaître, un petit peu particulier. Il s'agit d'une clinique et dans le bureau du patron de la clinique, il s'agit du professeur Ivo Pitangui. Bonsoir, monsieur Pitangui. Bonsoir. Merci Plaisir de vous recevoir. Merci de me recevoir. Alors, je sais que vous savez que depuis que j'ai quitté Paris, beaucoup de personnes me disent quelle chance tu vas, toi, pouvoir rencontrer Pitangui, l'homme qui évite que certains d'entre nous vieillissent. Mais la meilleure chance que vous n'avez pas besoin. Oui, merci. Est-ce que y a deux spécialités, je crois, qui englobent la chirurgie plastique, car c'est de cela que nous allons parler. C'est la chirurgie esthétique, bien entendu, qui intéresse pas mal de personnalités du monde entier, puis des gens qui sont moins connus, et puis la chirurgie réparatrice. Ce sont deux choses différentes. Mais moi, je crois que vous étiez correct, parce que moi, je l'appelle chirurgie plastique, parce qu'au fond, dans le fond, quand on va faire la réparation de quelqu'un, le but final, c'est d'être comme les autres. Ça veut dire qu'il veut être bien dans sa pose. Ça veut dire qu'il ne veut pas avoir de déformité. Mais là, on n'arrive pas toujours, mais on arrive à faire des corrections très importantes. Tandis que la chirurgie esthétique est aussi une partie de la chirurgie plastique. On ne peut pas être seulement esthéticien. On doit être d'abord formé en chirurgie plastique, être médecin, chirurgien, et après, on peut se devenir un chirurgien. Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que quand on est bien dans sa peau, quand on se sent beau, on se sent bien dans sa tête? Oui, c'est Stendhal qui a dit que la beauté n'est-il qu'un moment de bonheur, non? Ça, c'est vrai, non? Et je crois que l'être humain, quand il se sent bien dans son équilibre,
il est un être socialement même plus important, parce qu'il est plus utile dans n'importe quelle classe. Dans n'importe quelle classe. Alors, vous pouvez me faire visiter votre clinique? Avec plaisir. Ici, à Rio. Je vous en prie. C'est un des endroits où vous opérez. Je crois qu'il est bon de dire que vous travaillez... Ça veut dire ici, nous sommes dans la partie de mon bureau, je vois les gens, mais la partie opératoire, c'est le bloc à côté que je vais vous montrer après. Docteur Pitangui, je pose une question directe. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Parce que vous êtes connu à travers le monde entier. Bon, est-ce que vous êtes le meilleur dans votre spécialité? Non, non, là je vais m'asseoir parce qu'au fond, je suis comme quelqu'un, je ne suis pas mieux que... Je ne crois pas que c'est meilleur que personne. Alors ici, cette diapositive, ce sont des conférences que vous préparez pour le monde entier. Oui, ce sont tous dedans mes résidents et dedans la préparation, j'ai besoin de beaucoup de travail qu'on appelle des recherches cliniques. Alors, ce sont des conférences et cette partie-là, c'est très confortable pour préparer parce que, au même temps que j'ai une conférence base, je peux avoir d'autres options, que je peux toujours changer la conférence dans le temps que j'ai pour la donner, et aussi dans les sujets et les circonstances. Maintenant, par exemple, pour l'ouverture du congrès de mes ex-élèves, je prépare une conférence qui est plutôt philosophique. Ça veut dire Quo vadis doctor, Quo vadis, où vous allez doctor, c'est comme Quo vadis domine, que c'était l'histoire. Et là, c'est une conférence d'ouverture, c'est différent. Mais pour faire cette conférence, c'est pas la même chose que préparer une autre pour un congrès, que je dois aller, par exemple, à Cannes. Alors là, chaque conférence, j'ai aussi la préparation, c'est très intéressant, et après j'ai la projection à côté, que je fais avec mes élèves, on discute. Je veux dire que tout ça, c'est très agréable. Alors, on va dans un instant aller dans la bibliothèque voir quelques-uns de vos élèves, mais une question essentielle. Lorsque vos clients ou clientes viennent vous voir, est-ce qu'il vous arrive de dire « non, je ne veux pas vous opérer » ? Oui, absolument. Ça, c'est très fréquent, parce que malheureusement, l'être humain, ce n'est pas seulement la partie morphologique, il a énormément dans sa partie anémique, dans son psychisme, d'autres problèmes. Si on voit que quelqu'un donne trop d'importance à une déformité, ou si on voit même que ce qu'il demande, ce n'est pas ce qu'on peut donner, on est beaucoup mieux de l'aider, parce qu'il est venu parce qu'il a besoin de quelque chose, besoin d'être soutenu, mais peut-être par un psychiatre, un psychologiste, ou même pour nous-mêmes, mais pas pour être opéré. Il y a énormément d'opérations qu'on n'arrive pas à faire, et je crois qu'avec l'expérience, le plus important, c'est cette espèce d'empathie, de chercher une interaction avec l'autre. C'est à travers cette interaction qu'on peut apporter les diagnostics. Ce n'est pas seulement moi, c'est moi et toi. Je crois qu'il serait bon maintenant d'aller voir ceux à qui vous apprenez votre art. Ils sont dans la bibliothèque, alors ils viennent du monde entier, il y a des Suisses, des Brésiliens, des Paraguayens. Je vous précède, nous sommes donc ici dans la bibliothèque, peut-être en train de déranger les étudiants qui vont partir à travers le monde. Grâce à vous. Ils sont des étudiants, mais vraiment, ils ont tous 3 ans déjà de chirurgie générale. Ça veut dire qu'ils sont d'abord médecins. Après, ils ont passé un concours assez difficile, avec plus d'une centaine pour 10 places. Et ça veut dire qu'ils font, on appelle ici résidents. Ça veut dire c'est des internes qui font les spécialisations, mais la différence, c'est qu'ils ont déjà les diplômes, déjà faire la thèse de médecin. Mais là, ce sont 3 ans qui sont passés entre la clinique et l'hôpital général. Et la clinique, toute cette partie qu'on était en train de voir, des conférences, même la préparation de notre revue, tout ça, on a toujours l'opportunité d'être aidé par eux et aussi on les aide indirectement. C'est toujours un échange dans la vie. On apprend beaucoup avec eux, surtout par la curiosité. Je crois qu'on reste jeune pendant qu'on a toujours cette curiosité d'apprendre. Alors, avant de conclure, 2 aspects. L'un des aspects esthétiques pourrait être considéré par certains comme étant un luxe. Et c'est vrai, il ne faut pas s'en cacher. L'aspect réparateur, l'aspect de la chirurgie réparatrice est loin d'être un luxe. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités, notamment au Brésil, auprès des enfants? Est-ce que vous vous y intéressez? Est-ce que vous les soignez, ces enfants qui souvent ont des problèmes? Alors là, pour être rapide, je dirais que ce n'est pas un luxe, la partie esthétique. L'être humain a le droit à son image. C'est pour ça que même dans l'hôpital général, nous avons aussi des cas de gens qui, au point de vue esthétique, ont besoin de retrouver son image. Mais c'est normal que des gens qui sont handicapés, qui sont déformés, qui ont des accidents, des traumas, ont beaucoup plus besoin que d'autres, parce que c'est évident. Mais dans cette évidence, il ne faut pas croire que d'autres font quelque chose seulement par vanité. Ils font pour son bien. C'est la partie interne, son équilibre qu'ils cherchent. Alors j'enlève le mot luxe, d'accord. D'accord. Mais là, peut-être dans d'autres contextes, ici, on a la chance d'avoir, même dans la partie privée, la partie réparatrice, et aussi la partie esthétique. Mais les cours, il est donné dans plusieurs blocs, ça veut dire des chapitres
qu'il a la partie esthétique, mais il a beaucoup de la partie réparatrice. Ça veut dire la partie esthétique, c'est plutôt dans la 3e année, parce qu'avant, on a besoin d'être un chirurgien qui connaisse bien toutes les branches de la chirurgie plastique aujourd'hui, et bien la chirurgie réparatrice pour bien faire l'esthétique. Alors si je parlais des enfants, est-ce qu'une famille démunie du Brésil, si elle vient vous voir, vous la soignez? L'hôpital général, il est plutôt pour ça. Ça veut dire nous avons cet hôpital, et ce sont plutôt pour des gens qui n'ont pas besoin, même dans le service national de santé, qui sont des gens qui ont charité, c'est une espèce d'hôtel Dieu. Il a 30 ans qu'on a ce service, mais on ne pourrait même pas seul donner des soins à tous ces gens, au même temps qu'ils sont en train d'apprendre, aide aussi, en train d'aider à toute cette population c'est la même, l'être humain c'est la même, c'est toujours le même, pas de différence sociale, la souffrance c'est la même. Professeur Pitangui, je voulais vous remercier. Cependant, deux petites questions. Est-ce que c'est cher de venir vous voir? C'est la première. Non, c'est pas cher, parce que normalement, c'est toujours une question, qu'est-ce que c'est cher, c'est pas cher, mais normalement, on a la chance d'avoir les deux possibilités. On a l'hôpital général, on a le clinique, mais moi je vois la chirurgie plastique comme n'importe quelle branche de chirurgie. Vous cherchez un professeur en France, plus âgé, quelqu'un que déjà, vous allez sûrement avoir des dépenses dedans, mais il doit être humain suffisamment pour aussi, si vous avez confiance en quelqu'un, de trouver une façon de n'être pas dans la partie qu'on pourrait dire commerciale. Déjà, doit être humain. Et puis la dernière question, c'est si j'ai envie de venir vous voir, parce que j'ai des problèmes, si je veux ressembler à Michel Drucker, donc je viens vous voir, quel est le temps d'attente? Avant combien de temps? Pour vous, comme c'est la deuxième fois que vous me demandez, je crois que c'est déjà une chose très importante. Vous avez déjà votre remarqué. Et combien de temps faut-il pour être certain d'opérer par vous? Non, c'est moi qui opère ici, parce que normalement, quand je ne suis pas là, la clinique à partie opératoire, elle est fermée, je suis très bien aidé, mais j'ai conduit toutes les opérations moi-même. Mais je crois que normalement, c'est une question toujours. Je crois que seulement les hommes occupés ont du temps pour les amis, non? Pour leurs amis. Parce que normalement, je laisse avec le secrétaire, mais c'est une question que moi, je ne suis pas au courant de ça. Mais je sais qu'il a quelques attentes. Non? Bien, quelques attentes, c'est normal. Professeur, je voulais vous remercier 1000 fois de nous avoir reçus. Je sais que votre temps est précieux. Vous sortiez d'une salle d'opération, vous repartez pour l'Europe, vous revenez ici. Alors, merci d'avoir consacré quelques minutes à ceux qui regardent Sacrée Soirée. Merci beaucoup à vous. Et à très bientôt. Et le Brésil, eh bien, nous continuons notre visite avec un marin occasionnel pendant le temps d'une chanson à Copacabana. Voici Florent Pagny. Je vais là où finissent les impasses, au fond des miroirs, au-delà des glaces. Je sais pas, mais est-ce que tu me suis? Je vais là où les pentes sont plus raides, je vais là où l'on ne sait pas le tiède. Je sais pas, mais est-ce que tu me suis? Me suivrais-tu dans les nuits d'encre, comme le phare est éteint? Si tu n'avais qu'à prendre ma main, me suivrais-tu dans les vies cendres, où tout brûle et n'est rien? Tant que tes yeux chercheront les miens, je vais chercher mes îles et mes trésors. Où sont-ils? Je ne sais pas encore. Je sais pas. Mais est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis?
ça. Et tu sais aussi, est-ce que tu me suis? Oh, oh. Est-ce que tu me suis? Oh, oh. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Allez viens, 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 allez suis-moi. Allez viens, allez suis-moi. Merci Florent. Il y en a qui ont le mal de mer, il y en a d'autres qui peuvent un jour avoir le mal de samba. Florent Pagny, lui, vous irez l'applaudir à l'Olympia. Notez bien la date, on s'y prend à l'avance, ce sera le 28 novembre. Voulez-vous venir au Brésil? Eh bien, rien de plus simple. Voici la deuxième question que je vais vous poser. Regardez ce que nous vous offrons. Un séjour en demi-pension pour 2 personnes à l'hôtel Méridien Rio, dans la magnifique baie de Rio, sur la célèbre plage de Copacabana. Et vous voyagerez sur les lignes aériennes de la compagnie Varig. La question, la voici. Je vous ai parlé en début d'émission du Christ, du Corcovado, du Christ Rédempteur. Je vous ai dit qu'une de ses mains mesurait 3,20 m de large. Je vous demande la hauteur du Christ, la hauteur de la sculpture. 49, 99, 66, 66 ou 36, 15, code TF1. Maintenant, nous retournons au soleil sur la plage. Retrouvez ma camarade Nathalie Simon. Nathalie, m'entendez-vous? Jean-Pierre, j'ai du mal à vous entendre, il y a beaucoup de bruit derrière vous là. Vous n'avez pas de vous retrouver comme ça en maillot, alors qu'il y en a d'autres qui souffrent en costume, cravate. Heureusement que j'ai enlevé la mienne. Avec qui êtes-vous? Je suis avec une grande championne de bodyboard, elle s'appelle Leila Ali, elle est 3e au championnat du monde de bodyboard. Oui. Et avec elle, on va discuter de tous ces sports de plage qui sont pratiqués énormément à Rio. Et en premier lieu, on va parler de foot volley. Leila, le foot volley, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est dans les week-ends que les football joué, il n'est pas dans l'étage, dans les stades. Dans les stades. Et il vient dans la plage et il peut jouer un peu de football avec les volets. Et ça, c'est très populaire. Beaucoup de gens viennent voir, beaucoup de gens jouent. Oui, parce que les plus fameuses jouaient de football, il jouait le football, c'est pour ça. Et est-ce que les grandes stars du football brésilien, du vrai football qui se joue dans les stades, viennent jouer au foot volley sur la plage? Pourquoi? Est-ce qu'elles viennent? Est-ce que les grandes stars du football viennent sur la plage aussi? Ils viennent tous les stars, à voir et à jouer. Remarque, on comprend mieux pourquoi ils sont très forts en football, parce que quand on les voit jouer comme ça avec les pieds, avec la tête, c'est quelque chose. Le deuxième sport qui m'a un petit peu impressionné, c'est le deltaplane. En France, on fait beaucoup de deltaplane, mais dans les montagnes. Ici à Rio, les montagnes sont au bord de la mer. Et on a vu tout un balai de deltaplane qui décollait de la montagne et qui atterrissait sur la plage. Tu fais du deltaplane, toi? Oui, j'ai fait une fois ou deux fois, mais c'est beau là-bas parce qu'il y a des montagnes, il y a beaucoup de place pour atterrir. Donc je crois que c'est le plus bel, le plus beau... Un beau sport. Tu as jamais atterri dans l'eau? Non, jamais. C'est dangereux ça. Mais j'ai écouté des histoires des garçons qui ont atterri dans l'eau. Il n'y a pas eu de malheur. Non, c'est pas mal. Foi fraco assim, assim tão desalmado.
sua sinceridade. Quem semeia vento, diz a razão, colhe sempre tempestade. Le dernier sport dont on va parler, c'est ton sport, c'est le bodyboard, Morey Boogie et le surf. Tu es 3e mondial sur le circuit de Morey Boogie. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que beaucoup de Brésiliens sont forts dans ce sport? Je crois que c'est pour... il y a beaucoup de Brésiliens qui font du sport. Et ici, il fait chaud et de l'eau est chaud. Et nous sommes, comme je peux dire, la plage est grande. Gros et tous les filles font le bodyboard et les garçons aussi. Mais c'est un sport quand même très féminin. Hein? Oui, parce que c'est un peu plus facile de surfer. Oui. C'est plus facile que le surf. Ouais, mais il y a quand même un danger puisque tu es à plat ventre alors qu'en surf tu es debout sur la planche et là tu as la vague au-dessus de toi donc quelquefois... Quelquefois il est un peu dangereuse, mais c'est pas très dangereux. C'est pas... Leïla, il y a du soleil, il y a des vagues, il y a de l'eau. J'ai jamais fait de bodyboard. Tu m'apprends? Oui. Bon, ben on y va. On y va. Allez. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que les vagues sont petites. C'est d'ailleurs pour ça que je vais à l'eau. Et surtout, on dirait qu'il n'y a personne dans l'eau, mais la plage, elle fait 18 km de long. Jean-Pierre, ça vous dit là? C'est le moment, hein? Merci Nathalie Simon. Gardez-moi un tout petit bout de plage, je viendrai me jeter dans l'eau à la fin de l'émission. Ah, un petit peu de calme. Et on en a besoin du calme puisque nous allons retrouver, il va nous dire où dans un instant, notre ami Claude Nougaro qui je pense m'entend. Oh que c'est beau. Bonsoir Claude. Bonsoir Jean-Pierre. Vous êtes sur les hauteurs à ce que je vois Claude. Nous sommes sur les hauteurs, oui, de Copacabana. Nous ne sommes pas sur le pain de sucre, mais nous le voyons très bien. On vient de le découvrir en effet. Voilà, et ça fait 15 ans que je n'étais pas revenu à Rio. Et pourquoi? Oh, ben, tout simplement parce que je n'avais pas eu l'occasion d'y venir. Mais je suis relié au Brésil, ne serait-ce que par un fils qui est à moitié brésilien. Et en tout cas, maintenant, j'ai le plaisir de faire connaître ce fabuleux pays à Hélène Nougaro, qui est devenue ma femme, comme tu le sais. Si je comprends bien, grâce à un sacré soirée, vous êtes en voyage de noces, hein? C'est ça, je lui offre une lune de miel dans le pays du ballon, du football. Pourquoi c'est ce qu'elle aime, le foot? Car elle est passionnée par le football, comme je le suis par la musique brésilienne. Alors justement, musique brésilienne, une musique de Chico Buarque de Holanda, adaptée par Claude Nougaro. Et comment s'appelle cette chanson? Mon adaptation, c'est Tu verras. Et sur la musique de Buarque, évidemment. Et au départ, la chanson de Buarque s'appelait Que sera. On y va? On y va. Merci Claude Nougaro. Ah, tu verras, tout recommencera. Tu verras, l'amour c'est fait pour ça. Tu verras, je ferai plus le con. J'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts. Tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensia, des palmiers plein les cieux, des hivers crépitants près du champ Angora. Et je m'endormirai. Tu verras, le devoir accompli, couché tout contre toi.
avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. Tu verras, tout recommencera. Tu verras, la vie c'est fait pour ça. Tu verras mon stylo, mon plumet de soleil, neiger sur le papier, l'archange du réveil. Je me réveillerai, tu verras, tout rayé de soleil, à le joli forçat, et j'irai réveiller le bonheur dans ses draps. Je crèverai son sommeil, tu verras, je crèverai le sommier, tu verras, en t'inventant l'amour dans le cœur de mes bras, jusqu'au matin du monde. Tu verras, tout recommencera. Tu verras, le diable est fait pour ça. Tu verras, je ferai le voyou. Tu verras, je boirai comme un trou, et qui vivra mourra. Tu me ramasseras dans tes yeux de rosée, et je t'insulterai dans du verre brisé. Je serai fou furieux, tu verras, contre toi, contre tous, et surtout contre moi. La porte de mon cœur grondera, sautera, car la poudre et la foudre, c'est fait pour que les rats envahissent le monde. Tu verras, tout recommencera. Tu verras, Mozart est fait pour ça. Tu verras, entendras. Tu verras notre enfant étoilé de sueur s'endormir gentiment à l'ombre de ses heures et revenir vers nous, scintillant de vigueur. Tu verras mon ami dans les eaux de mes bras, craquer du fin bonheur de se sentir aidé. Tu me verras chérie, allumer des clartés. Tu verras tous ceux qu'on croyait décédés reprendre souffle et vie dans la chair de ma voix jusqu'à la fin des mondes. Ah, tu verras, tu verras. Merci Claude Nougaro, merci la belle plage et la superbe baie de Copacabana en plein soleil. Je vous dis au revoir sur cette émission brésilienne, vous l'aviez compris, avec notre partenaire Brasil de Maison du Café. Mais avant de nous quitter, les réponses aux questions. La première réponse était Jorge Amado, bien sûr connu dans le monde entier, romancier dont quelques-uns des romans ont été adaptés au cinéma. Le lien avec Gilles Amado n'est pas direct, mais enfin j'ai essayé de vous mettre un petit peu sur la voie. Et quant à la hauteur du Christ Rédempteur, une main fait 3,20 m, mais la sculpture de Paul Landowski mesure 30 mètres de haut. Félicitations aux gagnants qui très bientôt viendront passer les vacances ici au Brésil, à Rio. On va terminer dans la douceur, dans la quiétude, dans l'apaisement, avec une chanson que nous avons enregistrée hier dans un des endroits les plus beaux, sans doute, de Rio, qui est le Palais de l'Empereur. Je vous en parlais avec le Portugal et l'invasion de Napoléon tout à l'heure avec Al Jarreau. Et c'est l'une des plus grandes, sinon la plus grande vedette brésilienne qui chante pour vous dire au revoir. Voici Gilberto Gil. Au revoir, merci et à la semaine prochaine. Bonsoir la France, bonsoir, sacrée soirée. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encantos que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus deu. Toda menina baiana tem defeitos também que Deus dá. Que Deus deu, que Deus dá. Que Deus entendeu de dar a primazia pro bem, pro mal, primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também que Deus deu. Que Deus entendeu de dar toda a magia pro bem
bem, pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também que Deus deu. Ah, que Deus deu, oh, que Deus dá, que Deus deu, oh, que Deus dá, que Deus deu, oh, que Deus dá, que Deus deu, oh. Toda menina baiana tem um santo que Deus deu. Toda menina baiana tem encantos que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus deu. Toda menina baiana tem defeitos também que Deus dá. Que Deus deu, que Deus dá. Que Deus entendeu de dar a primazia, pro bem, pro mal, primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também que Deus deu. Que Deus entendeu de dar toda a magia, pro bem, pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também que Deus deu. Ah, que Deus deu, oh, que Deus dá, que Deus deu, oh, que Deus dá, que Deus deu, oh, que Deus dá, que Deus deu, oh. Ai, ai, ai. Très joli.